Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Attachez vos ceintures, en route pour 1986. L'année où Microsoft est entré en bourse et l'Oprah Winfrey Show a commencé. L'époque où Wayne Gretzky était au sommet avec les Oilers d'Edmonton, où il a battu son propre record de la LNH de plus d'aides et de plus de points en une saison. Des records qu'il détient toujours aujourd'hui. Mais maintenant, écoutons ce dont la Chambre débattait à l'époque. Affecté aux répliques, s'est écoulé et aux déclarations des ministres. Question orale, député de Cochrane Sud. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question qui s'adresse au ministre du Commerce. Et je suis content de voir que le ministre est ici parmi nous et non pas à Vancouver. Et j'aimerais parler donc d'une situation importante. Il y a quelques 900 personnes qui n'ont plus de travail parce qu'on a pris une décision dans le secteur forestier. Et j'aimerais également parler de quantité parce que, par exemple, ni lui ni le ministre des Richesses naturelles n'a voulu prendre les démarches nécessaires. 900 personnes ont été licenciées et 600 autres personnes le seront encore bientôt, sont menacées. Et qui, donc, va représenter nos intérêts pour le secteur de la forêt à Washington? Et quel est le point de vue à cet égard? Premièrement, j'aimerais indiquer aux députés que j'ai bel et bien l'intention de me rendre à Vancouver. Je pars demain matin et je suis ici justement en cas où vous auriez une question à me poser. Je savais que vous teniez absolument à être à la page et je tiens à vous dire qu'il y aura des représentants, qu'il y a eu des Washingtonais à Washington, qu'il y en aura également à Ottawa dans le cadre de pourparlers avec le gouvernement en décembre et on en parlera, ou plutôt le ministre en parlera avec d'autres représentants au niveau fédéral pour ce qui est du bois d'œuvre. Le ministre du Commerce devrait se trouver à Vancouver en train de défendre les intérêts de l'Ontario. Le 1er octobre, il a appuyé l'approche nationale. Il devrait veiller aux intérêts de l'Ontario. Vous n'avez pas répondu à ma question, qui est la suivante. Qui va défendre, qui va se battre pour les intérêts de l'Ontario à Washington? Qui va représenter l'Ontario à Washington le 1er décembre? Et j'aimerais savoir si ce que pense l'Ontario reflète ce que pense le Canada. Oui. Si vous faisiez plus attention aux nouvelles, vous sauriez que la réunion des premiers ministres commence seulement demain et je tiens à vous dire que nous serons là pour représenter l'Ontario. Il y aura des représentants, des avocats qui seront également au nom de l'Ontario et moi aussi je serai là pour défendre les intérêts de l'Ontario. Dernière supplémentaire. Ce ministre et ce gouvernement, le 1er octobre et pendant 3 semaines ensuite, ont embrassé la proposition nationale telle que formulée par Pat Carney. Et c'est seulement lorsque le Parti conservateur de l'Ontario a obligé le gouvernement d'agir parce qu'il en allait justement de centaines d'emplois en Ontario. Et on attend de vous une réponse depuis 3 semaines et demie maintenant quant à savoir qui va représenter les intérêts de l'Ontario à Washington. Vous avez refusé de nous dire qui allait nous représenter et vous refusez de dire quel est votre point de vue. Pendant ce temps, 900 personnes en Ontario méridional ont perdu leur emploi parce que vous ne dites pas ce que vous allez faire. À l'ordre, à l'ordre, à l'ordre.
Nous avons déjà indiqué au service du commerce que nous ne serons pas à ces audiences et on devait le faire avant la fin novembre. Nous l'avons déjà fait. Et vous savez, beaucoup de ces renseignements concernant ce que vous me posez comme question, eh bien, j'aimerais dire que la dernière fois qu'on a rencontré Carney, il y a 2-3 semaines, si je suis bien renseignée, vous avez en fait téléphoné à Mme Carney pour obtenir d'autres renseignements, pour chercher son avis. Nouvelle question, leader de l'opposition. Le ministre de Santé, est-ce qu'il est quelque part dans les coulisses? Est-ce qu'il rôde par là, quelque part? Oui, je répondrai à la question pour lui. Il ne sera pas ici avant la fin de la question orale, pardon. Oui, ma question s'adresse au ministre de la Santé. Savez-vous combien de temps il sera absent? Eh bien, il figure à ma liste de personnes absentes. C'est tout ce que je peux vous dire. Nouvelle question. Alors, dans ce cas-là, je vais poser une question, ou plutôt la question au procureur général, étant donné que le ministre de la Santé est absent. Ma question est donc la suivante. J'espère qu'il est au courant qu'en 1984, un avocat, Charles Clark de Windsor, a été nommé pour examiner la question de choc thérapeutique en Ontario. Ce rapport a été reçu en décembre 1985 par un collègue. Donc, on a obtenu 39 recommandations et je suis sûre qu'en tant que procureur général, vous vous intéressez aux droits juridiques des patients en Ontario. Et j'aimerais savoir si vous pourriez indiquer à la Chambre combien de ces 39 recommandations ont été mises en œuvre en Ontario. Oui. Je sais que le ministre de la Santé connaît les résultats de ce rapport et je vais certainement lui en parler et lui demander de fournir ces renseignements. Oui, le procureur général pourrait-il faire autre chose, c'est-à-dire en cas où aucune de ces recommandations ou peu de ces recommandations aient été mises en œuvre, et d'après mes renseignements, c'est le cas, aucune, le procureur général serait-il d'accord de dire que, d'après les recommandations de M. Clark, on devrait cesser ce genre d'électrochoc, de thérapie d'électrochoc immédiatement pour le bien des Ontariens? Oui, c'est là un autre exemple que l'honorable député me pose une question alors qu'ils connaissent la réponse. Et on pose cette question alors qu'on connaît déjà la réponse à l'avance et que c'est en fait une question qui s'adresse à mon collègue, le ministre de la Santé. Mais je soulève cette question parce que lorsque je suis venue ici, je pensais sincèrement qu'on posait une question pour obtenir une réponse, qu'on ne connaissait pas la réponse. Et je cours le risque d'avoir une cote très basse de la part des tribunes de la presse de répondre ainsi. Peut-être que je suis encore tout à fait naïf de croire que le but de poser une question était d'obtenir des renseignements qu'on ne connaissait pas. Quoi qu'il en soit, j'aimerais indiquer à l'honorable député que j'en parlerai avec le ministre cet après-midi et que justement, on a soulevé des préoccupations à l'égard de ces 39 recommandations de M. Clark. Dernière supplémentaire. Eh bien, en toute honnêteté, Monsieur le procureur général, je trouve que ce genre d'attitude désinvolte face à ce genre de problèmes qui, en fait, sont des problèmes qui touchent des patients aujourd'hui même, alors que c'est un an presque après qu'on ait eu ce rapport et que des patients subissent des thérapies d'électrochoc. Et pendant ce temps, tout ce que vous trouvez à faire, c'est de traiter cette question de façon désinvolte. Et vous êtes irrité par ce genre de questions ou exacerbé par ce genre de questions et votre réaction, c'est la rigolade.
j'aimerais vous dire, Monsieur le procureur, que vous avez une responsabilité à l'égard de ces patients qui reçoivent des électrochocs. Par conséquent, j'ai posé une question et je veux la réponse. Les patients en Ontario aujourd'hui, 1 an après que ce rapport ait été divulgué, alors j'aimerais que le procureur me dise donc quelle est son opinion à cet égard, parce que 1 an après qu'un rapport soit sorti, des patients obtiennent encore des thérapies d'électrochoc et ils n'ont pas des moyens ou des méthodes de sécurité lorsqu'ils reçoivent ces chocs. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas donc cesser tout de suite ce genre de traitement? N'allez-vous pas agir tout de suite? L'honorable député sait qu'il y a beaucoup de préoccupations à l'égard de cette forme de thérapie plutôt. Et ça a été l'objet de discussions de beaucoup de députés d'autres députés du troisième parti. Par exemple, le député de Scarborough-West en a parlé. Et on en a parlé sans relâche lorsque l'ancien gouvernement était au pouvoir. Mais le rapport n'est pas entre mes mains, il ne relève pas de mon ministère. Par conséquent, j'indiquerai au ministre de la Santé qu'on a soulevé cette question et je lui demanderai de faire ce qu'il est nécessaire pour répondre le plus rapidement possible à cette question. Nouvelle question. Rappel au règlement, député de Dufferin-Peel. Oui, Monsieur le Président. Je me demande si vous pourriez me dire si certains projets AB, si les projets de loi donc Est-ce que le procureur général se fait facturer pour répondre à ces questions ou pour ce discours? Oui, aujourd'hui, je m'attaquais à la mascotte du ministre du Commerce. Peut-être il pourra se rafraîchir la mémoire concernant les recommandations qu'il a faites au cabinet en septembre concernant l'Afrique du Sud. La première recommandation formulée par le ministère, et je cite, « Premièrement, que le gouvernement continue à demander Massey Ferguson d'examiner sa politique à l'égard de l'Afrique du Sud, mais qu'on n'agisse pas plus que ça. » Je me demande si le ministre serait prêt à, en fait, nous dire ce qu'il veut dire, en fait, et quelle est la politique du gouvernement pour ce qui est de Massey Ferguson et autres politiques. Monsieur le Président, comme le leader du troisième parti le sait, il s'agit d'un document du cabinet qui devait être examiné par le cabinet, donc, et à savoir si on va modifier ce document. Il faut encore le décider. Maintenant, je pense que la dernière chose que le troisième parti voudrait voir, c'est que Massey Ferguson se trouve dans une situation celle qu'il soit obligé de licencier des travailleurs en Ontario. Supplémentaire, Monsieur le Président, le ministre n'a pas répondu à la question. Peut-être que je peux reformuler cette question dans le cadre de ma supplémentaire. Le gouvernement fédéral, comme le sait le ministre, a pris certaines mesures, certes modestes, mais assez claires à l'égard de l'Afrique du Sud. Et le ministre a recommandé en septembre au cabinet que tous les achats en Afrique du Sud soient limités et également qu'on impose un embargo à tous les produits qui viennent de l'Afrique du Sud ou dont les compagnies ont des intérêts en Afrique du Sud. Est-ce qu'il peut comprendre, est-ce qu'il peut l'expliquer plutôt pourquoi ces recommandations n'ont pas été suivies par ses collègues du cabinet? Monsieur le Président, nous pensons qu'il s'agit d'une question très importante et nous espérons que les recommandations du document
seront encore une fois révisés ou plutôt passés en revue au cabinet et on espère en traiter le plus rapidement possible. Supplémentaire, la dernière, ce qu'il indique tout à fait clairement, c'est que malgré ces petites recommandations, aussi modestes soient-elles, que l'Ontario devrait faire pour émuler, donc, ou pour agir de façon parallèle au gouvernement fédéral, ne seront pas prises. Le ministre pourrait-il expliquer pourquoi l'Ontario a importé plus entre janvier et juin 86 que pour la même période en 85? Et pourrait-il dire alors ou expliquer que, en fait, le commerce avec ce pays a augmenté et que le cabinet a strictement rien fait à l'égard de ces recommandations, que ce soit dans sa politique d'investissement direct ou encore d'achat en Afrique du Sud. Monsieur le Président, nous espérons que le cabinet va agir rapidement concernant ces questions. Nouvelle question. Si vous permettez que je soulève une autre question dans laquelle le cabinet n'a rien fait, j'aimerais parler maintenant ou m'adresser plutôt au ministre en charge de la réforme des régimes de retraite. Et j'aimerais demander au ministre s'il peut nous expliquer la raison pour laquelle il n'a pas su proposer de loi maintenant et pourquoi il n'y a pas de protection justement à cet égard. Je trouve ça très intéressant que le député du troisième parti dit qu'il n'a pas été possible de proposer de loi et puis ensuite il passe des commentaires sur cette loi. Pas de protection. Lorsque je verrai cette loi, je pourrai formuler des commentaires. Monsieur le Président. En guise de question supplémentaire, étant donné que le ministre n'est pas intéressé à donner de réponses utiles ou ne s'intéresse pas de dialogue, en 1984, quand les conservateurs étaient au pouvoir, l'actuel chef de l'opposition était en fait le trésorier et assistait à des conférences interprovinciales sur la réforme des pensions. Un conseiller au trésorier, John L. Q., qui maintenant travaille dans le secteur privé, avait déclaré, et je cite, « La protection de l'inflation, des ravages de l'inflation n'exige pas des frais extraordinaires, disait John L. Q., un conseiller important du trésorier. Les régimes de pension bénéficient déjà des augmentations du taux de l'inflation. Cela augmente le retour de l'inflation, les bénéfices de ces fonds. Ma question est la suivante. Est-ce toujours la position de ce gouvernement que les régimes de retraite bénéficient des augmentations dues à l'inflation et qu'en fait, les travailleurs qui reçoivent de sommes d'argent, des prestations de ces fonds doivent aussi recevoir des bénéfices dus à l'inflation? Monsieur le Président, le chef du troisième parti doit savoir que ce gouvernement a exprimé de façon claire que nous voulons protéger les régimes de retraite des ravages de l'inflation. Je veux aussi ajouter qu'au cours de négociations avec les autres provinces et le gouvernement fédéral, que nous n'avons pas pu obtenir un consensus. Il doit aussi savoir que, nonobstant les déclarations de M. LQ et d'autres personnes, la protection contre le ravage de l'Ontario ne va pas coûter plus que 1% de la rémunération. Il y a certaines personnes qui pensent que cela n'est pas suffisant et que cela va coûter encore plus. Ce doit être difficile de faire partie du gouvernement. Comment résoudre ces problèmes? Je crois que ce serait très bien, Monsieur le Président, si le ministre pouvait nous dire, de son avis, quels seront les coûts, étant donné que c'est lui le ministre responsable de la réforme des pensions, quels seraient les frais d'assurer que les régimes de retraite sont indexés et combien les régimes de retraite privés ont augmenté au cours des dernières années. Monsieur le Président, un des problèmes auxquels nous faisons face, c'est que ces informations ne sont pas disponibles. Par conséquent, je ne peux pas les présenter aux députés. Je ne peux pas dire combien cela va nous coûter pour
protéger tous les régimes de retraite de l'inflation en Ontario. Et le problème, c'est qu'il y a des gens comme le chef du troisième parti qui disent que cela va coûter 1% de la paye, mais quand vous l'investissez, alors le chiffre est tout à fait différent. Nouvelle question. Je vais vous donner l'occasion plus tard. Maintenant, c'est au tour du député de Grenville. Ma question s'adresse au procureur général. D'après le surintendant de la Sûreté de police de l'Ontario, M. Jack Buck, apparemment, si un officier avait consommé de l'alcool sur un bateau, il serait suspendu et il serait démis de ses fonctions. Monsieur le procureur général, quand est-ce que vous allez demander, quand vous allez citer l'article 5 au solliciteur général, est-ce que le procureur général peut expliquer pourquoi est-ce que le solliciteur général reçoit un traitement préférentiel? Monsieur le ministre. Vous permettez de répondre à la question? Avez-vous fini? Le fait est, comme les honorables députés le savent, une enquête est en cours. Elle est menée par le personnel du bureau du procureur général. Et quand l'enquête sera terminée, je ferai un rapport à la Chambre. Question supplémentaire. À l'ordre. Le député de Lincoln avait une question supplémentaire. Le député de Grenville. Monsieur le procureur général, ce matin, nous avons contacté la Sûreté de l'Ontario pour voir à combien de déjeuners et d'autres croisières ont été brisées par qui. Et on nous a dit qu'ils ne pouvaient pas faire de commentaires et que nous devons parler directement à quelqu'un du bureau du solliciteur général. Nous pensons qu'il s'agit là d'une tentative très évidente de camoufler, de cacher des informations auxquelles ont droit toute la population de la province. Monsieur le procureur général, est-ce que ces informations seront facilement disponibles à nous tous, étant donné que vous avez l'intention de présenter un projet de loi pour le droit à l'information? Je crois que ce sera très clair ce qui sera disponible à vous au terme de la loi que vous avez présentée en Chambre. Et il y a la possibilité que ces renseignements peuvent être disponibles. Ce n'est pas une nécessité, c'est seulement une possibilité au moment où nous allons présenter le projet de loi. Et si on peut passer en comité, j'espère que nous allons pouvoir présenter un rapport à la Chambre. À l'ordre. Il y a des députés qui veulent poser des questions. Rappel au règlement. Je crois qu'il faut qu'on explique, Monsieur le Président, que si le procureur général était présent au comité, à ce moment, on pourrait aller de l'avant. À l'ordre. J'aimerais rappeler aux députés que nous avons des règlements et nous avons l'habitude de nous référer aux règlements de temps en temps. Nouvelle question, le député de Riverdale. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais donner au procureur général une occasion de participer à la période des questions. Et ma question concerne à ce qu'il sait en fait concernant le traitement par électrochoc et ce que les personnes qui veulent défendre les droits civiques savent en Ontario. Le ministre de la Santé est au courant des opinions des autres ministères. Le procureur général est en fait une personne qui participe beaucoup à ces activités. Est-ce que le procureur général
ne peut pas admettre à la Chambre que le fait qu'on n'a pas eu de mesures prises à propos de cette question, c'est justement parce que le rapport est resté entre les mains d'un comité de son ministère. Eh bien, Monsieur le Président, je n'accepte pas ce jugement. Le député a dit avec raison que c'est une question très importante et les opinions de plusieurs ministères ont été communiquées au ministre de la Santé. Le comité de mon ministère est constitué de plusieurs personnes appartenant aux divers groupes et communautés et des membres du public qui ont étudié la question afin d'avoir l'occasion de présenter leurs opinions. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose qu'il y ait eu de telles consultations. En fait, tous ces groupes de pression qui ont le droit d'exprimer leurs opinions au ministre l'ont fait avant que le ministre fasse ses recommandations à ses collègues. Je sais que le comité de justice doit aller de l'avant avec le projet de loi 51, mais il a été retardé à cause de toutes sortes de questions politiques. J'aimerais rappeler au procureur général que c'est le comité de développement des ressources qui s'occupe du projet de loi 51. Et je voudrais aussi rappeler au procureur général de cette province que je ne crois pas qu'il y a un consommateur de la province qui pense que ce soit approprié de traiter quelqu'un avec un électrochoc sans la permission de cette personne. Je vais demander au procureur général de dire s'il est d'avis que quelqu'un doit être traité par électrochoc s'il a refusé de tels traitements. Monsieur le Président, comme l'honorable député le sait, la question qui est présentée par ce type de question concerne les circonstances. Si ce type de traitement doit être appliqué par un médecin compétent. Cette question a fait l'objet de plusieurs rapports. Plusieurs ministères ont fait part de leurs préoccupations au ministre de la Santé. Il y a des groupes de pression qui défendent des patients qui sont des membres du comité de tutelle et qui veulent absolument faire connaître leurs opinions. Je crois que l'honorable député doit savoir que le projet de loi 7 fera l'objet de plusieurs modifications. Quand le Conseil exécutif prendra sa décision, le ministre de la Santé va répondre à ce type de questions. Nouvelle question, le député de Windsor-Walkerville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Je sais que le ministre de l'Environnement s'est rendu à Détroit pour voir qu'est-ce que la ville de Détroit a l'intention de construire. Il s'agit d'un incinérateur géant qui va polluer non seulement la ville de Détroit, mais aussi la ville de Windsor et les environs. Je voudrais demander au ministre quels sont ses projets à propos de cette question afin que nous puissions convaincre le maire de Détroit que s'ils vont construire un incinérateur, au moins, ils doivent utiliser les dispositifs anti-pollution les plus modernes. Le député a raison, Monsieur le Président. J'ai assisté à une conférence hier qui traitait des Grands Lacs. Et à la conférence, j'ai eu l'occasion de rencontrer des représentants de l'État de Michigan et j'ai pu étudier les options qui peuvent être disponibles. J'ai indiqué encore une fois, tout comme le gouvernement fédéral et la ville de Windsor et les députés ont déclaré que la ville de Windsor ne devrait pas construire cet incinérateur sans faire appel à la technologie la plus moderne. Malheureusement, jusqu'à présent,
À présent, la ville de Détroit détient un permis de construction de l'incinérateur. Malgré cela, j'ai indiqué aux représentants de l'État de Michigan que nous souhaitons qu'ils interviennent auprès de la ville de Détroit. Et oui, cela va coûter beaucoup d'argent, environ 17 millions de dollars, mais c'est essentiel de protéger la population de Detroit, Windsor et du comté de Essex. Une nouvelle question. Le député de Brantford. Monsieur le Président, ma question s'adresse au leader à la Chambre du gouvernement. J'aimerais lui demander s'il pense que c'est approprié que le député de Kingston et des Îles reste dans son poste de solliciteur général après avoir compromis la position de la sûreté de l'Ontario. Nous avons demandé que la sûreté de l'Ontario nous salue, mais nous voulons savoir si ce gouvernement est d'accord que le solliciteur général organise une croisière d'alcoolisme pendant qu'il viole la loi. Comme j'avais dit plus tôt, Monsieur le Président, cette question fait l'objet d'une enquête. Cette histoire d'enquête est superflue. On ne dispute pas les faits de la question. Nous mettons en question l'enquête menée par le procureur général, étant donné que son attitude est bien connue. Quels sont les fondements du député? Pourquoi est-ce qu'il met en doute l'intégrité de l'enquête que je mène? À l'ordre. Il ne s'agit pas d'un rappel à règlement. Avez-vous une question supplémentaire? Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Pourquoi une enquête superflue est menée actuellement par un ministre qui a organisé une fête devant la législature sans avoir demandé un permis? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Ce qui est nécessaire, c'est maintenir l'intégrité du gouvernement en demandant la démission du ministre. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas faire la chose raisonnable et accepter la démission du ministre? À l'ordre. La réponse. Le député de Brantford fait figure de bourreau d'après ses propres opinions, mais nous, de ce côté de la Chambre, nous ne sommes pas prêts à accepter ces opinions. Et bien sûr, les policiers, sous la direction du procureur général, ont une importante responsabilité que nous reconnaissons malgré les opinions du député de Brantford, qui sont bien connues. Nouvelle question. Le député de Ottawa Centre. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre responsable de la condition féminine. Est-ce que le ministre est au courant du fait que la discrimination sur la base de sexe coûte environ 100 $ par semaine aux femmes en Ontario? Monsieur le Président, je n'ai pas la réponse à cette question. Je m'excuse, mais il me semble que le ministre devrait être au courant. Il s'agit d'un domaine dont il est responsable. Hier, il avait dit que les ajustements pour l'équité salariale ne vont pas augmenter la feuille de paye. Pourquoi est-ce qu'il propose que les travailleurs, plutôt que les employeurs, font les frais pour l'équité salariale? Il y avait un communiqué de presse et je crois que cela a été mal compris. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que dans de nombreuses juridictions où on a introduit l'équité salariale dans le secteur privé ou public, les frais de la mise en œuvre de ce programme étaient moindres que le taux
les augmentations dues à l'inflation qui sont payées par l'employeur et on pensait que les frais seraient trop élevés, mais cela n'a pas été prouvé et on pense que les frais seront inférieurs aux augmentations dues à l'inflation qui étaient payées par les employeurs dans des circonstances normales. Par exemple, dans la ville de Toronto, les frais pour mettre en œuvre l'équité salariale étaient considérablement inférieurs à 4 %. Nouvelle question, le député de Wellington Sud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, qui est connu pour ses réponses courtes et concises. Je voudrais dire au ministre que je parle pour le député de Ranforth North et en fait pour le député de Hamilton Centre qui ne peut pas poser une question. Je ne peux pas faire pire que vous autres quand vous posez des questions. Il s'agit du port Lax à Hamilton et il s'agit du nettoyage des agents contaminants. On pensait que cela coûterait 215 000 $ pour nettoyer et on avait pensé qu'il y aura davantage d'agents contaminants qui seront versés dans les cours d'eau et cela va augmenter les frais de nettoyage à 1,6 million de $. Est-ce que le ministre est au courant de ces faits et si oui, qu'a-t-il l'intention de faire? Monsieur le ministre, je crois, Monsieur le Président, j'ai vu un extrait à la télévision à propos de cette question. Et la manière dont je le comprends, comme le député l'a suggéré, c'est qu'à une réunion de Hamilton où étaient présents des membres du conseil municipal de Hamilton, les députés peuvent être au courant qu'on a l'intention d'essayer d'utiliser la propriété environnante pour un parc, pour des loisirs. En réponse à la question du député, c'est moi le ministre. Peut-être j'essaie de faire une prophétie que le député de Hamilton aimerait être ministre. Bien, Monsieur le Président, notre enquête et nos enquêteurs vont étudier cette question pour voir s'il y a des déversements illégaux ou s'il y a des déversements excessifs au terme de la loi. Et on va voir si c'est nécessaire d'avoir une enquête par notre ministère. Et je sais que dans plusieurs occasions, il y a des enquêtes par une section du ministère. Nouvelle question, le député de Carleton-Grenville. Ma question s'adresse au procureur général. Monsieur le procureur général, hier, on a découvert, d'après Monsieur Jack Turns, le surveillant donc de la Sûreté de l'Ontario, et on peut exercer un certain pouvoir discrétionnaire pour ce qui est des accusations concernant les personnes qui consomment de l'alcool lorsqu'ils sont à bord d'un bateau. Et manifestement, ces pouvoirs discrétionnaires ont été utilisés. On a décidé de ne pas user de ces pouvoirs étant donné qu'il y avait des personnes importantes à bord de ce bateau. Êtes-vous prêt à reconnaître que toutes les personnes nommées ici, que toute personne par la suite seront accusées ou ne seront exemptes d'une accusation à condition qu'il y ait quelqu'un d'important à bord? Je ne répondrai pas à ça. Supplémentaire, est-ce que le procureur général serait prêt à dire que 800 personnes, des citoyens normaux de cette province qui ont été accusés ou même inculpés de ce genre d'infraction obtiendraient le même traitement que le ministre de cette province, le solliciteur, et que soit on oublie ces accusations, tant et si bien que toute personne de l'Ontario ait droit au même traitement à l'égard de la loi. Monsieur le Président, les allégations faites concernant le solliciteur et sur lesquels il a formulé des commentaires hier sont en ce moment en train de se faire enquêter par la Couronne et
le gouvernement. Et si quelqu'un d'autre est intéressé à le faire, on devrait me l'indiquer. Nouvelle question à l'ordre. À l'ordre. Le député de Brantford se calmerait-il, s'il vous plaît, afin que les autres députés puissent poser des questions? Nouvelle question, député de Lakeshore. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement concernant ces révisions concernant la loi sur les amendes, entre autres. Est-ce que dans ce cas-là, le couronne pourrait réviser cette loi pour que on peut tous être traités de la même façon? Je m'excuse, j'ai pas pu être à la conférence de presse à laquelle le député a été aujourd'hui, mais on m'a indiqué qu'il s'agissait certes d'un problème ou d'un sujet assez brûlant. Est-ce que c'était votre presse de conférence? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de répondre avec question, comme c'est ce que vous voulez. Je crois que la députée pense, et à tort, mais je comprends, étant donné toute la situation à l'égard de l'eau, mais que ce programme tient compte de la loi sur les ressources hydrauliques. Et moi, j'ai l'intention de faire quelque chose dans le cadre de la loi sur la protection de l'environnement. Et j'ai l'intention d'en discuter avec les corps juridiques de mon ministre parce qu'à l'article 19 de cette loi, la couronne est obligée de faire quelque chose et qu'on doit faire quelque chose justement à l'égard des règlements qui s'y trouvent. Je crois qu'il y a d'autres ministres qui vont se trouver concernés dans cette question, étant donné qu'il s'agit de terres domaniales. Mais dans le cadre de cette loi sur la protection de l'environnement, on en tient compte. Étant donné qu'il y a des modifications qui vont y être apportées, on va traiter de cette loi et on va réglementer cette question. Et la réponse est oui, nous ne serons pas exempts d'autres genres d'incidents. Je n'ai pas demandé des questions concernant ce programme, mais j'ai parlé de programme à court terme pour faire ce qu'il a dit qu'il voulait faire à long terme, c'est-à-dire de modifier le projet de loi 112 qui traite des amendes et des pénalités afin que la couronne ou les sociétés de la couronne aient droit aux mêmes amendes que toute autre compagnie qui pollue. Pourquoi le ministre n'est pas prêt à le faire lorsqu'il en a l'occasion, alors qu'il peut le faire de façon très simple et qu'il peut le faire aussi rapidement que cela? Eh bien, je crois que... Inaudible. Oui, je crois que le député de Durham-York qui interjecte est un spécialiste à ce niveau. Et peut-être, Monsieur le Président, serait-il à propos de le faire entrer dans le cadre de la loi sur la protection environnementale également? Maintenant, je ne sais pas si on pourrait peut-être le nommer le capitaine Chemical. Oui, bon. Pour ce qui est de la question de la loi concernant les amendes, elle sera examinée au cours de cette session et je suis prêt à écouter toutes les suggestions qui ont été formulées. Elle saura qu'au cours de l'été, beaucoup de soumissions ont été faites par divers organismes et groupes et je crois qu'elle aussi a formulé des suggestions et j'aimerais les examiner et ensuite je proposerai le projet de loi qui est la façon la plus poussée afin de s'assurer que l'environnement soit protégé en Ontario. Le ministre des Relations commerciales et de la consommation a quelque chose à dire, une réplique? Oui, c'est une réponse à une question posée par le député du York Sud plus tôt concernant une explosion qu'il y a eu au coin de Weston Road et un boulevard. En ce moment, il y a une enquête qui a lieu pour cette explosion de Victoria Park et Westmount Road, mais j'aimerais indiquer qu'une enquête préliminaire semble indiquer que l'explosion a eu lieu dans un garage connexe, et ceci n'est pas typique.
C'est un garage où on effectue des réparations. Quoi qu'il en soit, mon ministère a mené une enquête complète le 17 mars 86 afin de voir quelle était la situation. Il n'y a pas eu d'autres enquêtes après ce 17 mars. On m'a posé cette question. On devrait voir, Monsieur le Président, que ce genre de service de propane n'est qu'un de ces services offerts et il y en a quelques 1800 en Ontario. On n'a jamais eu de problème auparavant. En fait, au cours des 2 dernières années, il y a seulement 3 petits incendies dans ce genre de station-service où on offre du propane. Encore une fois, il semblerait que l'incendie, ou plutôt l'explosion, ait commencé dans un garage connexe et non pas dans le service, la station-service même. Je vais indiquer aux députés tout autre renseignement qui sera divulgué par la suite. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais simplement poser une supplémentaire au ministre. Il saura qu'il s'agit ici d'une station-service qui se trouve en plein cœur d'une région résidentielle. Il y a des maisons qui se trouvent à 50-80 pieds de là et les citoyens de cette région sont fort préoccupés par cette question. J'aimerais demander au ministre s'il s'agit d'une coutume habituelle du ministère de mener une seule et unique enquête dans ce genre de cas. Et si c'est bel et bien le cas, n'est-il pas préoccupé ici que, dans le fond, on devrait apprendre une leçon d'après cette situation et qu'on devrait toujours mener d'autres enquêtes ou observations régulières, surtout lorsqu'il s'agit de quartiers résidentiels. Oui, j'aimerais simplement tirer les choses au clair, qu'il n'y ait pas de malentendu. Normalement, on inspecte les lieux avant d'avoir le droit d'offrir des services. Et ici, dans ce cas-ci, on n'a pas eu d'autres inspections après le 17 mars, mais nonobstant cette situation, étant donné que le rapport préliminaire montre que l'incendie a eu lieu dans le garage à côté et pas du tout dans la station-service, dans ce cas-là, on n'aurait rien pu faire pour empêcher cet incendie ou plutôt l'explosion dans le garage. Ce n'était pas relié. Nouvelle question? Le député de Parry Sound. Ma question s'adresse au procureur général. Le 14 octobre de cette année, le premier ministre, en répondant à une question de notre leader concernant l'indemnité versée aux greffiers, il a indiqué que pour ce qui est de l'opinion juridique, la réponse, c'est que le procureur général a formulé une réponse juridique à cet égard. Hier, le procureur général a déposé une opinion juridique, pas de lui, mais de Grant Studley, directeur des services juridiques du service de trésor et de l'économie. Le procureur général pourrait-il nous dire s'il a lui-même offert une opinion juridique à l'égard de cette question? Oui, l'opinion qui a été formulée ici est une formulation qui date d'avril. On m'a demandé si j'étais d'accord avec cette opinion et j'ai indiqué clairement à plusieurs occasions que l'impact de la loi de 1974 est d'offrir aux greffiers une position à vie ou un poste à vie, qu'on lui témoigne une certaine confiance. Supplémentaire. Monsieur le Président, ce que le procureur général nous dit, c'est que primo, le premier ministre a indiqué que le procureur général a formulé une opinion à cet égard et en fait ce n'est pas le cas. Et si l'on examine l'opinion de M. Studley, je suis sûr que le procureur général fait, M. Studley en arrive à la conclusion que ce à quoi l'ancien greffier a droit, d'après son indemnité de départ, est beaucoup moins que ce que le gouvernement lui propose. La première réponse à la première question, non, je ne suis pas d'accord. La réponse à la deuxième question, c'est que l'opinion de M. Studley est que, étant donné la loi, le greffier avait un poste à vie
avec certaines conditions, et moi, j'ai donné mon accord verbal à cette opinion. Nouvelle question. Député de Port Arthur, ma question s'adresse au trésorier. J'aimerais lui demander s'il se rend compte qu'au cours d'une réunion le 8 octobre, comité permanent sur le Trésor et l'économie, on a indiqué que le revenu brut était de 7,5 millions de dollars. Et cet homme a répondu que c'était avant mon époque. Ce n'est pas récent, ça remonte à longtemps. Et lorsque je demande à M. P.D. Burns, le président donc de Confederation Life Insurance Company, et je lui ai posé la même question et dont le revenu net est de 408 millions de dollars, lui aussi a répondu qu'il ne s'en souvenait pas. Et le trésorier demande à une famille monoparentale, une femme monoparentale, qui vit en deçà du seuil de pauvreté, qui gagne 18 000 dollars. Elle serait en mesure de répondre la dernière fois que j'ai reçu mon chèque de paye. Est-ce que le trésorier trouve que c'est juste et quand a-t-il l'intention de changer ceci? Oui, les compagnies d'assurance ont également certains impôts à payer. Et je ne peux pas les défendre, mais je suis content de voir que le comité que j'ai mis sur pied est si efficace. Supplémentaire, puis-je demander au trésorier d'être aussi efficace, lui et son personnel, et j'aimerais qu'il examine sérieusement la possibilité d'éliminer donc cet impôt de 625 000 $ que l'on retire de cette famille monoparentale, parce que le trésorier sait fort bien qu'elle aussi paye d'autres impôts, d'autres taxes. Je suis sûre que l'honorable député sait que les impôts des compagnies suivent le modèle au niveau provincial qu'au niveau fédéral. Les députés savent qu'on cherche ce parallélisme, c'est rien de neuf, rien de nouveau, et nous avons l'intention de poursuivre cette politique. Également, d'après ce que j'ai compris, le critique de la trésorerie du NPD demande qu'on baisse les impôts payés par les personnes qui touchent des petits revenus. Et dans les deux budgets que j'ai proposés, on a augmenté l'indemnité d'impôt. Et ceci peut être imputé à 100% pour les personnes qui gagnent peu d'argent. Par conséquent, cela touche plus de 500 000 personnes. En fait, pour le budget fédéral, pour cette même époque, le programme de réduction de taxes a été éliminé et en même temps, le gouvernement de Canada a donné un demi-million de dollars pour l'exemption en gains en capitaux. Et l'honorable député a critiqué cette initiative. Nous avons essayé de compenser en instaurant une surtaxe de 3 % à toute personne qui touche plus de 150 000 dollars. Et je suppose que ceci répond à la question de l'honorable député. Une nouvelle question. Député de Dufferin-Simcoe. Je suppose que le ministre des Affaires municipales ne sera pas présent aujourd'hui? On ne m'a pas indiqué qu'il ne serait pas parmi nous aujourd'hui, mais il ne se porte pas bien. Question s'adresse à qui? Eh bien, le président du conseil de gestion fera l'affaire. La semaine dernière, j'ai indiqué au ministre des Affaires municipales qu'il fallait au moins 1,5 million de dollars dans ma circonscription pour l'aide pour les propriétaires riverains. Qu'est-ce que le président de ce conseil a à dire à cet égard?
Eh bien, ce n'est pas uniquement pour la circonscription de l'honorable député, mais il existe un programme qui réclame donc au gouvernement de fournir certains fonds à mesure qu'on a les demandes. Et nous venons juste d'approuver un autre $1,5 million pour ces fonds. Mais ceci prend du temps supplémentaire, député de Sarnia. Le président du conseil de gestion, sûrement le président sait que le nombre de demandes émanant des municipalités de l'Ontario va de loin passer outre la petite quantité d'argent que vous avez affectée, en l'occurrence le $1,5 million auquel en fait allusion mon député, mon collègue. Qu'en est-il donc des gains économiques que vous avez raclés? Est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de cet argent ou en partie pour aider les contribuables, les citoyens de cette province qui ont des difficultés étant donné les inondations? Monsieur le Président, je crois que l'honorable député comprendra ma réponse précédente lorsque je lui ai indiqué que le $1,5 million vient d'être affecté à un autre $1,5 million. Par conséquent, nous sommes en train d'examiner les demandes et le programme est par conséquent élargi. Nous allons trouver les fonds à mesure que les recommandations sont envoyées. Maintenant, pour ce qui est du commentaire de l'honorable député qui a 400 millions de dollars qui nous est tombé du ciel, j'aimerais lui dire qu'en fait, cet argent est déjà affecté et que 60 millions de dollars ont été affectés aux fonds spéciaux pour les universités, qu'un autre 80 millions de dollars a été consacré à OHIP, 14 millions de dollars de plus aux pompiers et ainsi de suite. Par conséquent, j'aimerais indiquer, Monsieur le Président, que 100 millions de dollars ont baissé les demandes en liquidité et nous espérons que la situation économique saine en Ontario va continuer afin qu'on puisse trouver une solution aux propriétaires riverains. Mais pour ce qui est de ce $1,5 million en supplément, ils ont été affectés. Nous demandons encore des demandes. Le député de Hamilton S. Monsieur le Président, à l'absence du Premier ministre, ma question s'adresse au ministre du Travail. La discrimination envers les femmes et la communauté ethnique n'est jamais plus évidente que parmi les nettoyeurs et d'autres personnes dans cette industrie. Il y a plusieurs pétitions à ce sujet et le Premier ministre doit être au courant de la situation à Olympia York. Et ce ministre a répété que le processus d'appel d'offres par le secteur privé est étudié avec tout le sérieux. Je pense qu'il s'agit là d'un euphémisme pour dire que le gouvernement ne veut rien faire. Monsieur le Président, j'avais déjà déclaré à l'honorable député que cette question qui touche les nettoyeurs est un des problèmes sérieux sur lesquels se penche ce gouvernement, et cela au thème de la loi sur les relations du travail. Et je peux dire, Monsieur le Président, que alors qu'un certain nombre de cas a déjà été réglé, mais nous allons quand même étudier des lois plus sévères. Compte tenu du fait que cette loi est très vaste et il va y avoir de modifications nécessaires, alors on ne peut pas vraiment traiter d'une question en particulier, de sorte que quand ces changements auront lieu, ils porteront sur plusieurs aspects du projet de loi. Combien de temps pensez-vous que vous allez ignorer une situation qui est injuste? Quand avez-vous l'intention de déposer ce projet de loi dont vous parlez? Pendant combien de temps encore ces employés doivent subir la discrimination? Et surtout quand ils n'ont rien d'autre, aucun recours. Monsieur le Président, le fait est que l'honorable député a proposé une modification à la loi qui, en toute franchise, je trouve, est
que nous trouvons inacceptable. La modification est très simple. Le changement dont parle l'honorable député est en fait une modification qui dépasse le cadre d'aider ce groupe et comprend des implications concernant l'industrie automobile et l'industrie de la construction. Monsieur le Président, ces modifications, malgré le fait qu'ils vont protéger les travailleurs syndiqués dans l'industrie du nettoyage, ne va pas protéger les travailleurs qui ne sont pas syndiqués. Monsieur le Président, la modification de ce gouvernement vise à protéger tous les travailleurs et pas seulement ceux dans une certaine industrie en particulier. Nouvelle question. Le député de Carleton-Granville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Monsieur le ministre, comme vous le savez, la Commission des écoles séparées avait demandé des fonds supplémentaires pour 3 écoles secondaires. Cela a été nécessaire pour permettre que certains étudiants peuvent fréquenter ces écoles secondaires. Pourquoi est-ce que vous ne répondez pas à leurs besoins? Pourquoi est-ce que vous vous attendez à ce que ce soit le contribuable locaux qui finance ces projets? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux dire que je ne suis pas d'accord avec l'honorable député de Manotick parce que ce que nous faisons est tout à fait différent de ce qu'il dit. Je suis content, Monsieur le Président, d'entendre le député de Carleton-Granville défendre si ardemment la cause de la commission scolaire de cette région. Je peux dire à l'honorable député qu'en ce qui concerne les immobilisations, que ce gouvernement, sous la direction de ce trésorier, a destiné 147 millions de dollars depuis 1985. Cela représente le double du montant que l'ancien gouvernement avait consacré. Et je peux dire que la commission scolaire des écoles séparées de Carleton ne sera pas accordée des fonds rétroactivement pour des projets qu'ils ne devaient pas mettre en œuvre en attendant leur approbation. Mais l'honorable député doit savoir que la commission scolaire de Carleton reçoit des fonds substantiels. La période des questions.